Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire sur de la kinésithérapie respiratoire, qui est un groupe de la Société de pneumologie des langues françaises. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir Rémi Valentin, qui va peut-être se présenter, mais je le présente très rapidement. Donc, Rémi Valentin est un kinésithérapeute doctorant au CHU de la Pitié-Salpêtrière et il travaille du coup depuis 2 ans sur cette thématique-là dans sa recherche en thèse, mais ça fait depuis un peu plus longtemps qu'il y travaille dessus, donc c'est la parfaite personne pour nous parler de l'interaction respiration et posture. Et puis au-delà de ça, ça fait 7 ans maintenant qu'il travaille en tant que clinicien. Juste deux petites choses en publicité avant de commencer. Donc, si vous ne le saviez pas, le 24 juin et que vous êtes à Paris ou pas très loin, sachez qu'il existe ce qu'on appelle les journées de recherche en kinésithérapie respiratoire, qui sont des journées accessibles tout à fait gratuitement. C'est une journée complète où s'enchaînent plein de conférences, d'études en cours ou de revues de la littérature sur toujours la thématique de la kinésithérapie respiratoire. Donc, si vous êtes particulièrement intéressé par la kinésithérapie respiratoire au sens large, les thématiques sont extrêmement variées, c'est très enrichissant et l'entrée est tout à fait gratuite. Donc, c'est vraiment intéressant si, en tout cas, vous avez prévu de passer près de Paris. Et le deuxième élément, c'est le prochain webinaire. Le prochain webinaire, il aura lieu dans pas longtemps, puisqu'il aura lieu 2 jours après les JRCR, à savoir le lundi 26 juin. Et la thématique sera un peu plus centrée sur l'activité physique et la santé respiratoire. C'était une thématique qui avait déjà été discutée au dernier congrès, les GFK, donc les Journées francophones en kinésithérapie, un congrès qui a eu lieu en fin mars. Et donc, le titre de la thématique, je vous enverrai des invitations comme d'habitude, ce sera 10 000 pas ou pas. Et donc, c'est est-ce qu'il faut viser ou pas ce fameux chiffre-là pour la santé respiratoire. Et ce sera du coup co-animé par Grégory Rechler, qui fera le pour de ce 10 000, ce seuil de 10 000, et Guillaume Prieur, qui fera la partie contre. Et donc, ce sera plutôt sous forme animée d'un pour ou contre. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et je remercie encore beaucoup Rémi de nous faire le plaisir de nous présenter cette thématique. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. Et merci à l'association Kinésithérapie Respiratoire, à William Poussin, de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de vous parler effectivement d'un sujet qui me tient à cœur, parce qu'effectivement, ça fait bientôt 4 ans que je travaille autour de cette thématique en recherche, et c'est bien sûr une thématique qui est venue de par ma pratique clinique qui était initialement en cabinet libéral, donc avec des pathologies un peu plus généralistes, on va dire, et c'est ce que je vais essayer un peu vers quoi je vais essayer de tendre à nouveau, hein, quelque chose d'un peu généraliste, par les respirations certes, mais aussi posture, et cette interaction entre respiration et posture, la voir un peu plus dans le sens large. Peut-être pour me donner une petite, un peu plus d'informations sur moi, donc je suis rattaché à une unité de recherche qui s'appelle l'UMRS 1158, neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique. Et comme son nom l'indique, on fait de la neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique. Et j'aimerais du coup, avant de commencer à parler vraiment d'aller dans le cœur du sujet, remercier tous les collaborateurs qui ont permis de réaliser les études qui sont montrées. Il y a finalement qu'une infime partie qui est du travail personnel. Il y a beaucoup d'études qui ont déjà été menées avant que j'arrive à l'unité et des études qui ont été menées en même temps. J'aimerais tout particulièrement aussi remercier tous mes collègues et collaborateurs de l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak. En fait, on a vraiment l'avantage de collaborer avec un institut de biomécanique pour cette thématique de recherche-là, donc qui est coordonné par Valérie Attali, un docteur pneumologue et médecin du sommeil. Et c'est vraiment cette interaction, vous allez le voir, entre neurophysiologiste, clinicien et biomécanicien qui nous permet de développer des thématiques aussi transversales que l'interaction posture-respiratoire. On va arrêter pour le teasing et on va venir rentrer dans le cœur du sujet avec un petit peu d'anatomie, juste pour remettre un peu certaines idées en place. Donc, le système ventilatoire est nécessaire à la respiration puisqu'il faut qu'il y ait de l'air qui arrive dans les alvéoles depuis la bouche pour permettre la respiration et l'hématose. Et on peut structurer, si vous voulez, ce système ventilatoire par une structure ostéo-articulaire, la cage thoracique, rattachée aux vertèbres, donc au rachis, une partie viscérale, le poumon, qui est vraiment l'organe respiratoire à proprement parler, et les muscles, bien évidemment, qui vont créer cette conduction aérienne.
Mais il ne faut pas oublier que tout ce système ventilatoire, tout ce mouvement ventilatoire, il est régi par une commande centrale. En fait, c'est notre cerveau qui, en permanence, donne le rythme respiratoire. On détaillera un petit peu plus par la suite. Et déjà, étrangement, on voit que le système locomoteur, si on considère que la posture, c'est une composante nécessaire du système locomoteur pour garder l'équilibre à la marche, eh bien, ce système locomoteur, il a une structure anatomique un peu similaire. Il a un système ostéo-articulaire, notamment le rachis. Aujourd'hui, on va parler beaucoup du rachis. Il a également des muscles, je ne vais pas tous les détails, mais vous avez compris l'idée, et une commande. De la même manière, automatique et volontaire. Par exemple, lorsqu'on marche ou lorsqu'on doit lutter contre un déséquilibre par exemple, quand on modifie cette perception de la verticalité, c'est quelque chose qui est totalement automatique. On n'y pense pas et c'est des centres qui sont beaucoup plus profonds que le cortex moteur qui, lui, me permet, là, par exemple, d'animer cette conversation avec mes mains. Maintenant, un peu de clinique. Quand on voit une pathologie, par exemple, du système postural, ici, une scoliose, cet enfant qui a été arthrodésé, mais qui garde quand même une scoliose encore très sévère, on aperçoit très vite sur cette radiologie, ici, sur le poumon droit, une compression liée à la courbure du rachis thoracique au niveau du poumon droit. Et on imagine bien, et c'est quelque chose qui est connu, que ces scolioses sévères peuvent, à terme, donner des vrais syndromes restrictifs au niveau pulmonaire. Donc, un premier exemple d'une pathologie, cette fois-ci locomotrice, qui a une répercussion sur des volumes pulmonaires. Quelque chose qu'on connaît peut-être un peu mieux si on est un public aujourd'hui de kinésithérapeute plutôt respiratoire, c'est la BPCO, donc avec une composante qui est très largement décrite, celle de la distension thoracique. Lorsque l'on a de l'emphysème pulmonaire à cause de la BPCO, on est bloqué dans un volume pulmonaire plus important et on a bien l'impression là que ce patient il a cette distension thoracique. Mais si vous regardez un petit peu plus, on voit qu'à sa posture, il y a des choses qui sont un peu anormales. Bon, il y a la contraction ici des scalènes et des inspirateurs secondaires. On a cette posture avec les épaules un peu enroulées vers l'avant et ses bras écartés. Bref, il y a quand même quelque chose qui nous indique qu'il y a peut-être une posture qui laisse entrevoir une spécificité de la pathologie respiratoire. Et c'est ce que les patients décrivent aussi. J'avais une patiente comme ça qui était venue faire notre étude et qui me disait « Ouais, moi, je les BPCO, je suis capable de les reconnaître dans la rue. » Je pense qu'elle reconnaissait autre chose aussi un peu, mais c'est quand même que c'est quelque chose qui lui parlait, elle, dans son quotidien. Donc finalement, c'est difficile en clinique de faire la part des choses entre ce qui est vraiment une atteinte ventilatoire et ce qui est une atteinte purement posturale. Et c'est pour ça qu'on va parler d'interaction posturo-respiratoire sur ce plan anatomique de commande, squelette et muscle. Je vous propose de détailler un peu ces composantes maintenant sur deux autres dimensions. La dimension peut-être biomécanique. D'un point de vue biomécanique, la ventilation, c'est quoi? C'est un équilibre de force entre les forces d'expansion de la cage thoracique et les forces de rétraction du poumon. En fait, le poumon et la cage thoracique, si on arrivait à les détacher, la cage thoracique aurait tendance à s'expandre beaucoup et le poumon à se rétracter. Et l'équilibre de ces deux forces, c'est ce qui définit la CRF, c'est-à-dire le volume au repos. Ça donne ces courbes de pression-volume qu'on connaît bien, mais finalement, c'est intéressant de voir ça un peu différemment et de se dire que c'est finalement vraiment de la biomécanique et que cette cage thoracique, elle est également rattachée au rachis, on l'a vu tout à l'heure. Ce rachis, finalement, on peut voir ça aussi comme une multitude d'articulations intervertébrales qui ont de la mobilité et qui vont nous permettre de maintenir un équilibre mécanique. En fait, l'équilibre mécanique, vraiment la superposition du centre de gravité au centre de pression, il n'existe jamais en physiologie. On est en permanence en train de le rechercher et quand on observe sur une plateforme de force, par exemple, comment le corps oscille, on voit ici que le centre de pression, il oscille un peu d'avant en arrière et de droite à gauche. Et en permanence, ces structures, le rachis, le bassin, les membres inférieurs, ils vont venir bouger pour maintenir cet équilibre vertical. On pourrait le voir comme ça ici, comme une modélisation de différents angles, comme ça, et puis on reprendra cette modélisation juste après. Donc, on a des structures ostéo-articulaires communes. Sur le plan musculaire maintenant, bon, je ne vais pas vous refaire le détail de tous les muscles respiratoires, inspirateurs et expiratoires. Il y en a qui sont posturaux. On va penser en premier lieu aux abdominaux, par exemple, qui ont en effet un effet expirateur actif, mais qui ont aussi un effet dans la posture. Mais là, je vais vous prendre un exemple du diaphragme et d'une étude qui a été faite par les Australiens en 2000, où ils se sont dit qu'ils allaient demander au sujet de venir faire des mouvements répétés comme ça, d'élévation de bras sur le côté, comme sur l'image.
Et ils vont regarder ce qui se passe au niveau de l'EMG, de l'électromyographie du deltoïde et du diaphragme, s'il y avait une co-contraction. Et ils l'ont fait lorsque le sujet respirait normalement et lorsqu'il était en apnée. Donc, a priori, dans une situation où le diaphragme n'est pas obligé d'avoir une fonction respiratoire. Et ce qui s'est passé, bon, on ne voit pas très bien sur les figures de gauche, mais quand on fait une décomposée fréquentielle, c'est-à-dire qu'on regarde à quel moment est-ce que les contractions, elles arrivent au niveau de l'épaule ici et du diaphragme ici, on voit que le diaphragme, en fait, il se contracte avant même que le mouvement du bras ait commencé. Et si on réfléchit un peu au contrôle postural, c'est ce qui ressemble quand même beaucoup à des ajustements posturaux anticipatoires. Donc la conclusion de ce papier, c'était que le diaphragme avait un rôle postural et en anticipation d'un déséquilibre intrinsèque. Cette notion d'anticipation, je vais me permettre de revenir un peu dessus, parce que c'est quelque chose qui est intéressant, qui fait tout à fait le lien entre la biomécanique et ce qu'on va voir après, la neurophysiologie. S'il y a anticipation, c'est que c'est pas seulement des boucles spinospinales qui nécessitent seulement des organes comme l'organe tendineux de Golgi qui vient face à l'étirement se contracter pour maintenir la posture. Il y a vraiment quelque chose qui remonte au cerveau pour anticiper un déséquilibre qui est connu comme aller chercher quelque chose sur le côté avec son bras. Donc la deuxième dimension que je vous propose d'explorer, c'est cette dimension neurophysiologique, de revenir un peu sur des notions, on va faire assez simple, ce qui est volontaire et ce qui est automatique. Ce qui est volontaire dans le mouvement, que ce soit un mouvement ventilatoire ou postural, c'est ce qui se passe au niveau du cortex prémoteur, moteur, associatif, l'aire motrice supplémentaire, voilà. Et c'est ce qui va permettre de générer un mouvement volontaire, ce qui va nous permettre aussi d'avoir cette perception de la verticale, pardon pour la coquille, via notamment le cortex associatif, mais ce qui permet aussi de moduler sa ventilation. Par exemple, là, moi, en ce moment, je respire pas de la même manière que quand je dors. Je suis obligé de moduler ma ventilation pour créer ce qu'on appelle la phonation. Et donc plus bas, donc ça c'est ce qui est volontaire, c'est ce sur quoi on a un impact quand on est kinésithérapeute, parce que finalement quand on fait de la rééducation, quand on réapprend un mouvement, ce qu'on re-encode sur le plan neurologique, c'est ce cortex moteur. Et il y a une autre forme de motricité qui est plutôt involontaire, qui sont des centres beaucoup plus archaïques, comme les noyaux vestibulaires et réticulo-spinales, qui gèrent la posture et le maintien de l'équilibre vertical, et tous les centres respiratoires ventrolatérales du tronc cérébral qui génèrent cette commande respiratoire automatique, et ce qui permet d'avoir un mouvement qui ne s'épuise jamais, même quand on dort. Quand on dort, le cortex cérébral, il est éteint, mais pourtant, c'est pas pour autant qu'on arrête de respirer. Donc, on a des zones corticales qui sont vraiment les mêmes. Quand on fait un mouvement moteur ou un mouvement ventilatoire, c'est le même cortex moteur. Donc, c'est pas exactement la même zone, mais c'est quand même le même cortex qui donne l'information et permet ce mouvement-là. Et on a globalement une organisation qui est similaire aussi pour la ventilation et pour la posture. C'est-à-dire qu'on a des fonctions automatiques involontaires qui ont lieu quand on s'en rend pas compte, et quand on veut, on peut supplanter, si vous voulez, cette commande automatique et prendre le contrôle de ces deux fonctions. Donc finalement, je vais vous proposer de modéliser cette interaction posturo-respiratoire sur trois composantes: la respiration, la posture, et le chef d'orchestre entre ces deux fonctions, ce sera le cerveau, via ce qu'on appelle la modulation centrale de l'interaction posturo-respiratoire. Et je vous vois venir, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, ça fait beaucoup de physio, c'est assez complexe. Moi, je m'intéresse à des choses simples. C'est quoi exactement l'interaction posturo-respiratoire chez un individu? Comment est-ce qu'on peut le quantifier? Comment est-ce qu'on peut le caractériser? Et vous aurez tout à fait raison, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, c'est là où intervient notre collaboration avec l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak. Ils ont des jouets assez intéressants, vous allez le voir. Ils ont ce qu'on appelle une radiographie biplanaire EOS, c'est-à-dire une cabine qui nous permet de prendre une radio à très basse irradiation, déjà ça c'est plutôt avantageux pour nos sujets, et du corps entier. Ça, c'est pas commun qu'une radio soit capable de nous prendre un cliché depuis le crâne jusqu'au pied. Et en plus de ça, en fait, ça prend deux radios en même temps, une radio face, une radio profil, de manière simultanée et totalement synchronisée. C'est-à-dire que l'avantage de tout ça, ça va nous, grâce à un petit peu de labellisation et de reconstruction, là, comme vous le voyez, quelques heures passées devant l'ordinateur, ça nous permet de reconstruire en 3 dimensions le jumeau numérique de notre sujet ici, totalement fiable et fidèle à la posture au niveau du rachis de notre sujet. Et on va avoir les angles qu'on connaît, C3, C7, les angles rachidiens, les angles pelviens, également ODHA, qui est un angle pour mesurer la verticalité, la superposition de l'ondotoïde au centre des deux têtes fémorales.
mais cette fois-ci en 3 dimensions. Donc, avec tout ce biais en moins de quand on ne se tient pas exactement droit devant la radio, peut-être qu'on surinterprète la sévérité d'une scoliose. Et on va faire ça donc à 3 volumes pulmonaires, volume de repos, volume maximal, donc la CPT, et volume minimum, le VR, le volume résiduel. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde ce que font nos sujets en capacité pulmonaire totale, ici en bleu? On voit bien qu'en fait, il y a une modification de la statique rachidienne lorsqu'on inspire à fond. Vous allez me dire, c'est assez intuitif, j'ai pas besoin forcément de ça pour avoir ce résultat-là. Et vous aurez raison. Mais grâce aux compétences de nos collaborateurs ingénieurs, on a réussi à créer ce qu'on appelle de la pseudo-cinématique, c'est-à-dire faire un calcul de quel devrait être le mouvement entre le VR, la CRF et la CPT. Et on voit ici une description vraiment en temps réel. Bon, c'est un calcul, mais qui est quand même basé sur 3 mesures réelles de ce que serait le mouvement du thorax, d'une part du rachis et d'autre part des côtes. Et ça, c'est une des premières fois que ça a été montré en 3 dimensions, debout, et de manière synchronisée, le mouvement des côtes et celui du thorax. Et vous voyez que c'est pas si, que c'est pas exactement la même figure qu'à gauche, c'est-à-dire que la tête, elle reste quand même globalement au-dessus du pelvis, qui est ici en bleu et en rouge, un peu plus, pardon, je reprends ici. Et c'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure, en fait, quand on modifie le rachis thoracique à cause de la ventilation, on va mettre en place des compensations au niveau lombaire, cervical, pelvien, pour maintenir cette verticalité et cet angle ODHA. Les conclusions de cette étude étaient que le volume pulmonaire modifiait bien cette sylvose thoracique et qu'il y avait une compensation, ce que je viens de décrire au niveau de la chaîne articulaire. On est allé encore plus loin. On s'est dit, OK, ça c'est ce qu'on pourrait appeler de la pseudo-cinématique. Mais on a des outils qui nous permettent de faire de la vraie cinématique, c'est-à-dire de l'analyse quantifiée du mouvement via un système optoélectronique. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on utilise en animation 3D. On colle des petites billes réfléchissantes sur un sujet dans une salle avec plein de caméras qui sont synchronisées les unes avec les autres, et ce qui nous permet sur ce sujet-là, par exemple, grâce à 50 marqueurs thoraciques, de reconstruire un volume thoracique, abdominal et un peu entre les deux. Et d'avoir donc un signal ventilatoire ici. Donc la résultante, on va dire que c'est celle en bleu, mais vous pouvez regarder les différentes composantes dans différentes couleurs. Et on va regarder en temps réel également quand ce sujet, bon là il hyperventile, c'est pas une ventilation de base, mais c'est pour que ce soit plus visible. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette chaîne articulaire, cette fois-ci, qui est dynamique? Donc parce qu'on a mis ces mêmes marqueurs au niveau des autres segments articulaires, on est capable d'avoir en fait en synchronisé le signal ventilatoire et le signal du rachis cervical, de la hanche, des genoux, des chevilles. Et on voit bien là que déjà visuellement, en fait, ça bouge à peu près de la même manière. Mais maintenant, il faut le quantifier. Donc pour cela, on s'est aidé d'un autre signal qu'on observait, le signal du centre de pression. C'est-à-dire que le sujet, là, sous ses pieds, il y a une plateforme de force qui mesure les forces qui s'appliquent en un point et qui mesure donc l'oscillation du centre de pression, donc du projection du centre de gravité. C'est un truc qui est assez connu et qui est reconnu comme étant une analyse quantifiée de la posture. Et on va décomposer ce signal. On va prendre un signal antéro-postérieur, par exemple, comme ça. Et donc, en gros, au cours du temps, notre oscillation antéro-postérieure, elle va d'avant vers l'arrière, vers l'avant vers l'arrière, etc. Et on va la passer en spectre fréquentiel. Donc ça, c'est une courbe. En fait, elle ne donne pas la position du centre de pression au cours du temps. Elle nous dit à quelle vitesse ce signal il oscille. Et on va calculer l'air sous la courbe de cette fraction de la courbe qui est autour de la fréquence ventilatoire. Donc, en fait, si je veux résumer ça, ce que ça va mesurer, c'est la quantité de perturbations posturales liées à la ventilation. Le calcul n'est pas forcément important. Retenez que pour un sujet normal, en fait, 10 à 20% des oscillations du centre de pression, là que vous voyez ici, sont associées à un mouvement ventilatoire par ce calcul fréquentiel. C'est ce qu'on appelle l'émergence respiratoire. Ça a été montré en 2010 par un collègue, Alain Amaoui, et ça a été repris du coup par des études qu'on a menées dans notre labo. Donc ça, c'est assez complexe, vous allez me dire, comme calcul, avec pas mal de problématiques vraiment mathématiques derrière pour être sûr d'avoir un index fiable. Et on peut faire quelque chose qui est un peu plus clinique, ou on va dire kiné en tout cas. On va prendre un cycle ventilatoire de 0 à 100%. Donc, le début de l'inspiration, l'expiration et à nouveau l'inspiration. On va moyenner tous nos cycles ventilatoires de 0 à 100. On va regarder comment notre rachis cervical il bouge en moyenne au cours d'un cycle ventilatoire, comment notre hanche elle bouge, etc. Ça, c'est une autre approche qu'on va appeler le time locked average, parce qu'elle est lockée, elle est
bloqué sur un cycle ventilatoire et sur la moyenne des cycles ventilatoires. Et là, on voit bien qu'on a la même information que tout à l'heure, qu'au cours d'une respiration naturelle, il y a bien un petit mouvement de flexion, extension ici au niveau cervical. Voilà, maintenant que vous savez un peu plus comment on quantifie cette interaction posture-respiratoire, vous allez me dire, OK, je commence à comprendre, c'est cool, mais ma question c'est, est-ce que c'est possible d'améliorer ce déséquilibre intrinsèque à la ventilation? Est-ce que finalement, nous, on ne chute pas parce qu'on respire, et heureusement. Est-ce qu'il y a du coup des choses qui font qu'on modifie cette interaction posture-respiratoire? Et effectivement, c'est ce qu'on s'est posé comme question. Et on a fait l'hypothèse que, comme je vous le disais tout à l'heure, le chef d'orchestre de cette interaction posture-respiratoire, c'était le cerveau. Et on a fait un petit peu un raisonnement à l'envers. On s'est dit, OK, bon, si on occupe le cerveau à faire autre chose qu'à gérer son interaction posture-respiratoire, bah, peut-être qu'on va avoir une modification de cette interaction posture-respiratoire. Et sinon, ça veut dire que c'est géré plutôt de manière périphérique par les muscles ou par des zones automatiques et qu'en fait, on n'aura aucune action dessus, nous, en tant que kiné, donc en tant que rééducateur du cortex moteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a cette courbe-là que je vous remonte là de time locked average, ici, au niveau du rachis cervical, par exemple, et on regarde que sous charge cognitive, il n'y a plus trop ce mouvement. Vous allez me dire, OK, ça c'est de la posture, c'est pas de la posture liée à la ventilation. Et vous aurez raison. C'est pour ça qu'on a pris une approche double, en fait. On a détaillé ces courbes-là cinématiques de time locked average, mais on a aussi regardé ce paramètre d'émergence respiratoire. Donc, je m'explique. En gros, ici, de ce côté-là, c'est l'amplitude de déplacement angulaire de segments comme le rachis cervical, les hanches, le genou. Donc, c'est une modification posturale, si vous voulez. Et l'émergence respiratoire, c'est notre index de couplage. Donc, c'est la modification posturale d'origine ventilatoire. Et on voit qu'effectivement, quand on se met sous charge cognitive, on change pas vraiment de comportement au niveau du rachis cervical. Par contre, la part de perturbation posturale au niveau du rachis cervical est beaucoup moins ventilatoire lorsqu'on est sous charge cognitive. En fait, notre respiration ne perturbe plus du tout notre rachis cervical. Pourquoi? Alors, l'explication, on a encore un peu, on faut encore qu'on creuse un peu. On pense que c'est juste une stratégie pour, par exemple, fixer le regard, pour limiter les afférences sensorielles, visuelles, et pour se concentrer sur la tâche cognitive, par exemple. Mais la conclusion importante, c'est que là, on vient de montrer que cette interaction posture-respiratoire, elle est bien sous modulation corticale. C'est-à-dire que c'est bien le cerveau qui vient gérer les interactions entre posture et respiration. D'autres chercheurs se sont dit, OK, je vais prendre un truc qui, empiriquement, on sait que ça améliore la respiration et la posture. Le tai chi, par exemple. On va faire une étude contrôlée, randomisée, on va prendre des sujets, on va leur faire du tai chi, on va regarder si ça modifie quelque chose au niveau de la posture et au niveau de la respiration. Les signaux bruts sont ici et ici, les signaux traités, si vous voulez, sont ici, et on voit en gris la respiration, en noir la posture, donc l'oscillation du centre de pression, cette fois-ci. Et on voit bien qu'effectivement, à la baseline, donc avant de faire du tai chi, la plupart des sujets avaient une synchronisation qui était relativement importante, de 16% à peu près. Alors, ils ont calculé ça d'une autre manière, mais c'est globalement à peu près la même idée. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques. Et après avoir fait du tai chi, on voit bien même visuellement que les courbes sont désynchronisées. Et quand ils font leur calcul de paramètres de couplage, ils sont effectivement à 7% par rapport à 16 tout à l'heure. Donc, leur conclusion, c'était que faire du tai chi, ça nous permet de découpler, de dissocier la respiration et la posture. Comme si ce déséquilibre ventilatoire, on arrivait à mieux le gérer après avoir fait du tai chi. Bon, petite limite peut-être, ou en tout cas pour vous faire prendre conscience que c'est pas tout d'avoir un index de couplage posture-ventilatoire, il faut aussi voir si le tai chi a amélioré en général la posture. Et c'était pas forcément le cas, ou en tous les cas, pas plus que le groupe contrôle en termes d'area, de surface d'oscillation du centre de pression. Donc peut-être que les exercices contrôle qui n'étaient pas du tai chi orientés sur la ventilation permettaient quand même d'améliorer la posture. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut toujours faire bien attention dans ce genre d'études sur qu'est-ce qui est purement de la posture et qu'est-ce qui est de la posture et de la ventilation. Parce qu'on peut penser qu'on augmente le déséquilibre énormément, mais que pour autant, la part de déséquilibre ventilatoire, elle ne change pas. Et vous voyez comment on peut, après, facilement faire des conclusions un peu hâtives et fallacieuses.
Donc, l'entraînement permet de diminuer le couplage phasique entre respiration et posture. C'était la conclusion de ces auteurs. Donc, je vous ai montré comment on pouvait modifier cette interaction posture-respiratoire. Et je vous sens un peu impatient là, vous dire, finalement, OK, on commence à comprendre ça, mais est-ce que c'est une bonne, c'est une mauvaise chose? Ça a l'air assez complexe. Et qu'est-ce qu'on peut en faire en kinésithérapie? Et bien du coup, on va partir sur quelques autres modèles pathologiques cette fois-ci qu'on connaît, les séquelles d'AVC, qui là est purement dans le modèle là, de triade respiration, posture, modulation centrale. C'est une pathologie de la commande centrale. Et donc, on a repris toujours à peu près les mêmes paramètres. Une augmentation du centre de pression, de l'oscillation maximum, de l'amplitude d'oscillation du centre de pression médiolatéral, ici, qui était plus importante chez les sujets AVC que post-AVC que chez les sujets contrôle. Ouais, j'ai une animation. Et ces mêmes courbes là de synchronisation, calculées de la même manière, où on voit bien que le sujet contrôle, il est totalement découplé. En fait, il n'a pas vraiment la nécessité, a priori, de coupler sa respiration à sa posture, alors que le sujet AVC l'a beaucoup plus. Et donc, pour les auteurs, là, c'était un exemple où, de par les séquelles de l'AVC, la posture est un peu, fragile, ou elle est précaire, pardon, oui. La posture est plutôt précaire, et donc, la ventilation qui induit une oscillation du centre de pression, faut qu'elle soit vraiment couplée à cette posture, sinon il y a risque de chute. C'est ça qu'on l'interprète. Au-delà de, à nouveau, être la preuve que c'est bien quelque chose qui fait intervenir le cerveau, bien sûr. Une interaction posture-respiratoire dans un modèle que j'étudie spécifiquement dans ma thèse et que je développerai un peu plus au JRKR. Petite pub à nouveau pour ce congrès qui a lieu le 24 juin, je vous le rappelle. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, une pathologie des voies aériennes supérieures dont la principale cause anatomique est la diminution du calibre de ces voies aériennes supérieures, notamment liée à l'obésité, et qui est associée, on le sait depuis, c'est les observations cliniques qu'on a, qui est également associée à une modification de la posture. Pourquoi ces enfants-là, ils grandissent en se mettant le cou en avant? On a peut-être une réponse au niveau de la stabilité des voies aériennes supérieures. Quand on est en neck neutre, ici, en cou neutre, par rapport en neck flexion, donc en cou en flexion, en antéplexion de tête, en fait, on est capable de tolérer une grande pression négative inspiratoire. C'est-à-dire qu'un sujet qui fait de l'apnée, il se retrouve ici à respirer, il ronfle. Et quand il se retrouve ici avec la tête vers l'avant, il est capable de tolérer plus de pression. Donc peut-être qu'en fait, c'est une manière de compenser et de ne pas ronfler à l'éveil quelque part. Dans tous les cas, c'est une maladie des voies aériennes supérieures et qui est en lien déjà avec quelque chose de plutôt postural. Donc là, sur notre modèle de 3 composantes, on est sur un modèle d'étude où le problème, il est plutôt respiratoire que central ou sur la posture. Des études déjà ont montré qu'il y avait ce trouble de la posture aussi, pas seulement de l'alignement statique de la tête vers l'avant, mais vraiment de l'équilibre, notamment des collègues suisses ici qui ont montré qu'il y avait une oscillation du centre de pression qui était plus importante avec une vitesse plus grande chez les patients qui ont un IRH, un index d'apnée à 20 par rapport à des sujets sains. C'est associé également à une diminution de la vitesse de marche. Et quand on traite des patients avec PPC, quand on les fait marcher avec une PPC, elle n'est plus là. Donc, c'est bien qu'il y a un trouble postural et une altération de la marche qui est spécifique au SAOS. Reste à savoir pourquoi. Bon, nous, on a commencé, comme on fait maintenant, vous avez compris, par décrire la posture de ces patients-là. Valider, si vous voulez, un peu ces observations cliniques et avec nos outils 3 dimensions un peu plus fiables et robustes. Et on a vu ici, donc là en bleu, c'est plus en capacité pulmonaire totale, c'est notre sujet SAOS versus un sujet contrôle appareillé. Et en moyenne, on voit que le sujet SAOS se tient bien effectivement avec une syphose thoracique beaucoup plus importante. Également au niveau de l'angle ODC7, donc entre l'odontoïde et la 7e vertèbre cervicale, les patients SAOS antéprojettent la tête vers l'avant. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, mais on l'a démontré, on l'a quantifié. Toute la question reste, est-ce que du coup, c'est c'est le rachis cervical qui vient induire la syphose thoracique ou inversement? Mais le trouble postural, il est confirmé, on peut continuer. On va regarder maintenant ces courbes pseudo-cinématiques. Je vous mets un sujet contrôle que vous aviez tout à l'heure là sur la gauche et un sujet SAOS devant. Et vous voyez que c'est pas du tout le même comportement. On va commencer, si vous voulez bien, cette petite analyse vraiment qualitative avec l'angle de syphose thoracique, le principal résultat qu'on avait vu tout à l'heure. Et on voit qu'effectivement, le sujet SAOS, il commence là son inspiration maintenant avec
une kyphose thoracique, et on a l'impression que plutôt que de se redresser comme le patient là ici, et comme le sujet contrôle ici, en mettant son dos vers l'arrière, lui, il va plutôt avancer son dos. Et on a l'impression que le débattement articulaire des côtes, il est beaucoup plus important que chez ce sujet sain, ici. En somme, et on l'a montré dans le papier que je vous cite ici, on a montré qu'il y avait une stratégie posturale différente pour atteindre la capacité pulmonaire totale. Donc bien un défaut d'interaction posturo-respiratoire. On reprend nos outils là d'analyse quantifiée du mouvement. On regarde les plateformes de stabiliométrie, c'est globalement l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure. On voit bien qu'il y a un trouble du contrôle postural qui est confirmé chez nos patients SAOS versus nos sujets contrôle. Alors, pas forcément chez celui-là, mais lui, c'était surtout en médio latéral, et vous allez voir, c'est ce qui va nous intéresser après. Parce qu'effectivement, lorsqu'on compare ces résultats sur la posture, l'oscillation du centre de pression et sur l'émergence respiratoire, on voit bien qu'en médio latéral, l'augmentation du déséquilibre, il est vraiment associé à une augmentation du déséquilibre d'origine ventilatoire. Donc là, c'était la conclusion du papier de mon prédécesseur. Il a vraiment montré, Louis Clavel, que le patient SAOS avait un défaut de la posture qui était lié à un défaut de l'interaction posturo-ventilatoire. Reste maintenant à savoir, toujours pour être dans mon teaser des JRCR, à savoir comment est-ce qu'on pense pouvoir le traiter, l'améliorer, et c'est les sujets de ma thèse qui fuitent ces travaux et qui étaient également sur les paramètres de pseudo-cinématique qu'on a vu tout à l'heure. Juste pour vous dire que la BPCO, c'est un autre de nos modèles d'études avec des profils de patients très différents qu'on peut observer ici, mais les résultats sont encore en cours d'analyse, du coup, ce sera très certainement à venir. Et pour vous dire que, bien sûr, cette thématique, elle continue. Cette interaction posture-respiratoire, elle est encore assez peu connue. Hein. On ne sait pas exactement encore quoi en faire. Est-ce que c'est un outil diagnostique? Est-ce que c'est un moyen d'évaluer une amélioration fonctionnelle? Est-ce qu'on peut l'appliquer à un mouvement sportif, par exemple? Et c'est toutes ces trois thématiques-là, des choses qu'on est en train de montrer un peu au labo. Donc, je ne vous ai pas fait tout le détail de l'analyse quantifiée du mouvement, mais il nous faut une salle entière avec des caméras, avec un opérateur, là, ici au bout, pas mal d'espace. C'est compliqué à faire comme manip. Une manip, telle qu'on l'a montré là tout à l'heure, c'est à peu près 3 heures pour un patient. Donc, et pour un clinicien aussi. Et donc, l'objectif de Johan Lesper, qui est un de mes co-doctorants et qui est ingénieur, lui, de formation plutôt, c'est de développer un petit outil ultrasonore, là, ici, qui va, de la même manière, quantifier un mouvement ventilatoire, mesurer cette fois-ci pas un mouvement de l'oscillation du centre de pression, mais au niveau de T7, qui correspond à peu près, il est en train de le valider aussi, à des oscillations du centre de pression, pour faire tous ces calculs, mais faire tous ces calculs au cabinet. Donc, il y a un brevet qui est en train d'être déposé. Je ne peux pas en dévoiler beaucoup plus, mais très certainement qu'on fera pas mal de communication autour bientôt. La suite du couplage posture-respiration, c'est le couplage locomotion-respiration. En fait, c'est prendre cette interaction posture-respiratoire et imaginer ce que ça va donner lorsque l'on fait entrer une composante vraiment de mouvement cyclique, telle que la locomotion, avec tous les enjeux également d'optimisation énergétique qui sont dans la littérature. On peut voir d'autres modèles d'études, notamment sur, par exemple, l'avion, qui est une thématique de recherche qui a déjà, depuis 2 années, employé des Master 2 pour le faire. On va continuer à le faire. Là, on a développé vraiment ce banc de manip et on charge des gens. Si jamais vous êtes intéressés, il y a pas mal de thématiques là, ici. On est pourvoyeur éventuellement de stages de Master 2 ou de thèse. Donc, n'hésitez pas à me contacter. À nous contacter. On fait du tir aussi, toute cette thématique de rester le plus stable possible lorsqu'on doit viser en tir ou au tir à l'arc. On va commencer le tir à l'arc bientôt également. Et donc tout ça pour peut-être aller sur une petite conclusion un peu plus générale, donc certes clinique. Hein. On a montré là ici qu'une anomalie de l'interaction posturale-respiratoire était associée à une atteinte centrale posturale ou respiratoire. On ne sait pas encore exactement comment est-ce que ce critère quantitatif là, d'émergence respiratoire peut être interprété en clinique, mais en termes de dépistage, c'est peut-être intéressant aussi. Donc, on est en train de réfléchir un peu là-dessus aussi. Une conclusion peut-être sur la partie recherche. Ce que je vais vous montrer, effectivement, on est parti de quelque chose de très fondamental. Pas mal de neurophysiologie, des études sur sujets sains, des choses qui sont effectivement encore assez loin peut-être de la clinique. Mais ce que je voulais mettre en avant là ici, c'est que c'était certes quelque chose qui avait commencé en termes de physiologie, mais qui va vraiment vers la clinique parce que on
prend des cliniciens, on prend des sportifs, on prend des gens de STAPS qui ont des préoccupations cliniques et médicales, et que c'est grâce à ça que une thématique qui a l'air très fondamentale peut peut-être transposer jusqu'à la clinique. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est n'attendez pas que la physiologie vienne à la kinésithérapie. Il y a vraiment moyen de faire le pont entre des recherches cliniques, des recherches fondamentales. Il faut juste se donner un peu les contacts, et moi, je suis très heureux d'essayer de vous faire ce lien avec les ingénieurs en biomécanique ou des neurophysiologistes respiratoires, si vous le souhaitez. Il faut vraiment essayer de travailler ensemble. Et dernièrement, voilà, c'était cette plus-value professionnelle qu'on a vraiment à travailler avec des médecins, avec des physiologistes, avec des biomécaniciens. J'ai énormément appris déjà jusqu'à maintenant, et vous voyez que la richesse des travaux et la richesse autour d'une thématique transparaît vraiment là-dedans. Je voudrais vous remercier déjà d'être resté jusqu'au bout, de m'avoir écouté, et remercier bien sûr tous les patients, tous les sujets également qui sont venus se prêter au jeu. Je vous ai dit que c'était des grosses manips. C'était un investissement temporel certain pour eux aussi. Et voilà, je trouve qu'on les oublie parfois dans les présentations, et je voulais prendre ce petit moment pour les remercier. Merci beaucoup, et je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Justement, un sujet complexe et à le rendre un peu plus clinique. Donc, je te remercie beaucoup pour cet effort qui devait quand même pas être si simple que ça. Deux petites questions, Rémi. Donc, tu as bien montré qu'il y avait effectivement une sorte de lien entre respiration et posture. Après, quel est encore l'impact clinique on sait du coup qu'il ne se comporte pas de la même manière, ça j'ai bien compris, mais on ne sait pas encore tellement si c'est ça qui peut en tout cas expliquer que les sujets BPCO chutent plus que les autres. On peut se douter que oui, mais est-ce qu'il y a ce lien quand même qui a été établi dans la littérature déjà ou pas? Puisqu'on sait que les patients BPCO sont plus chuteurs que le patient non BPCO, par exemple. Si on prend le cas de la BPCO, donc déjà pour remettre un peu le contexte, que j'ai des diapos. Donc en gros que les BPCO étaient effectivement chuteurs, qu'ils avaient une vitesse de marche qui était plus faible que quand ils chutaient pas, que le risque de chute était directement associé à une réhospitalisation, et qu'ils avaient également un trouble postural, là ici antéro-postérieur, donc en pointillé, qui est plus important. Donc il y a une atteinte posturale qui a l'air directement associée à quelque chose d'assez grave, qui est la réhospitalisation et donc l'exacerbation. Toute la question derrière, c'est effectivement quelle est la cause. Quand on prend la BPCO, ce qui nous saute aux yeux, nous en tant que kiné, c'est déjà le muscle. C'est des patients qui sont déconditionnés à l'effort, qui sont très certainement une sarcopénie qui fait qu'ils sont moins robustes. Mais certes, peut-être l'interaction posture-respiratoire, c'est peut-être le témoin de ce qui se passe, c'est peut-être pas la cause, mais les travaux qu'on est en train de mener là essaient de démontrer qu'il y a très certainement une composante qu'on oublie, c'est la composante de dyspnée. Et même au-delà de la dyspnée, d'effort ventilatoire qui devient volontaire, enfin qui devient cortical. En fait, notre cerveau, il pense à respirer quand on est BPCO. Et lorsqu'on a de la dyspnée, qui est déjà quelque chose de cognitivement assez impactant, et qu'en plus de ça, notre cerveau il doit penser à respirer, on se retrouve dans une situation de double tâche. Et ça, pour le coup, c'est peut-être quelque chose auquel on pense moins, mais qui est plus établi que l'interaction posture-respiratoire. Et nous, quand on étudie l'interaction posture-respiratoire, pour nous, le BPCO, c'est typiquement le modèle mixte, vraiment une atteinte respiratoire qu'on peut pas négliger, mais aussi une atteinte centrale de par la dyspnée et cette activité corticale. Et c'est la différence peut-être avec le SAOS qui est un peu plus facile à interpréter, parce que les patients ne sont pas vraiment dyspnéiques. Merci pour cette distinction. Et du coup, tu mesures aussi cette interaction chez tes patients restrictifs, non dyspnéiques ou pas? Alors, alors restrictif, non dyspnéique, je sais pas, mais là, on a l'année prochaine un chirurgien thoracique qui va venir faire son sujet de Master 2 avec nous, justement avec cette problématique de thoracotomie versus chirurgie non invasive sur la posture en général, mais aussi sur l'interaction posture-respiratoire. Donc, à nouveau, des sujets qui, cette fois-ci, après une lobectomie, une tomectomie, sont restrictifs, et dans toujours ces mêmes idées de qu'est-ce qui est postural, respiratoire et du cerveau. On a des scoliotiques, c'est vrai qu'il faudrait que peut-être qu'on trouve quelqu'un pour éplucher nos données de posture là sur l'analyse quantifiée du mouvement, parce qu'on peut très facilement extrapoler un signal ventilatoire depuis nos marqueurs thoraciques. Donc peut-être qu'en retraitant toute notre base de données de scoliose du labo, on peut tomber sur des choses intéressantes. Ouais. Au niveau donc quand tu montrais ces graphiques-là où tu voyais effectivement, en fait, j'avais du mal à comprendre. J'avais l'impression que du coup, finalement, le patient respiratoire, il était, on voyait qu'il y avait une sorte de phasage
entre les muscles respiratoires et les muscles posturaux plus importante que le patient qui n'était pas un sujet sain. Et d'ailleurs, tu le montrais aussi avec le tai chi, où tu montrais que finalement, on avait l'impression qu'avec le tai chi, mais c'était pas les conclusions. Donc, il y avait comme ça une discordance entre les graphiques qui montraient comme si c'était en fait découplé avec le tai chi, ou peut-être avec le yoga. Tu l'as pas présenté, mais je crois qu'on a les mêmes choses. Et chez les patients respiratoires, pareil, c'est le phasage qui est plus important et plus de déphasage chez le sujet sain. Est-ce que tu peux commenter un petit peu ça ou pas? Par exemple, ouais, là, donc là, tu vois, les sujets contrôle, ils sont complètement découplés. C'est ça. Ce qui me paraît un petit peu contre-intuitif, en fait, finalement. Ouais, mais je suis d'accord. C'est pour ça qu'on ne sait pas encore bien si c'est bien d'être couplé. En fait, si on peut le voir peut-être différemment et retourner un peu la question, ce couplage-là pour nos patients post-AVC, c'est peut-être une nécessité quelque part. Le sujet sain est peut-être très chiant à analyser parce que il est capable de se coupler comme ça si, je sais pas, il se met sous une charge cognitive ou il pense à autre chose très fort. Mais peut-être que le moment d'après où on va parler avec lui, il va être couplé comme ça. C'est effectivement la grosse difficulté qu'on a eu de tirer des conclusions sur des sujets sains, c'est qu'ils sont hyper variables. Et c'est pour ça que finalement, peut-être qu'au-delà de juste s'attendre à un comportement A et un comportement B, il faut imaginer qu'on va avoir une multitude de comportements différents chez le sujet sain et un seul comportement caricatural qui permet effectivement à un sujet hémiplégique de maintenir un équilibre malgré une perturbation ventilatoire. Je ne sais pas si c'est Oui, pas tout évident à fait. à imaginer, hein, je suis bien d'accord, et c'est un peu alambiqué parfois les raisonnements qu'on fait, mais on se sert un peu de ces raisonnements par l'absurde pour justement monter des protocoles plutôt cliniques. Mais ça, c'est un truc qu'on utilise beaucoup dans la marche, hein, c'est cette notion de variabilité. Parfois, quand on prend la moyenne de longueur de pas, par exemple, ou de largeur de pas, on va prendre la largeur plutôt, au cours de 3 minutes chez un sujet sain et chez un sujet BPCO, parfois, il n'y a pas de différence du tout. Pourtant, le BPCO, on voit, il marche pas bien. Et quand on regarde par contre la variabilité, le sujet sain, il est capable d'avoir une grosse variabilité. Alors, sa moyenne, ça reste sa largeur moyenne, mais par contre, il est capable de, quand on lui dit quelque chose, quand il regarde à droite à gauche, d'être très variable et de, si on veut, absorber tous les équilibres posturaux que lui coûte le fait de regarder à droite ou à gauche. Le patient BPCO, il a beau avoir la même largeur de pas, donc a priori la même qualité de pas, en fait, il est très peu variable et on peut imaginer ça comme être au bord de la chute en permanence parce qu'il n'a plus tous ces muscles. Voilà. C'est un peu une autre notion moi, que je connaissais pas bien du tout avant de faire de la posture et de la locomotion, mais cette notion de variabilité. Un sujet sain, il est variable, il peut prendre tous les comportements qu'il veut. Un sujet pathologique, il est caricatural dans son comportement. La dernière question que j'ai avant de te lâcher, c'est du coup par rapport aux étirements. Tu as bien montré au début cette syphose plus importante, enfin cette sciatique qui changeait, et c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de, en fait, si on va ouvrir un petit peu la cage thoracique, si on fait des étirements posturaux, est-ce que ça peut avoir du sens pour récupérer un petit peu cette instabilité posturale, même si j'entends bien que c'est encore des choses qui doivent être un peu plus étayées, un peu plus démontrées, mais une revue de la littérature qu'on a réalisée récemment avec des étudiants montre qu'en fait il y a très très peu de données sur et de très mauvaise qualité sur les étirements chez les patients obstructifs. Mais du coup, je voulais un peu avoir ton avis par rapport à ça. À ton avis, est-ce que c'est une piste d'intérêt clinique d'aller étirer des muscles posturaux chez des patients respiratoires typiquement présentés comme en fermeture thoracique, en fermeture respiratoire, ne fût-ce que peut-être pour voir un petit peu ce qui se passerait au niveau de la posture? Est-ce que c'est un sujet, en tout cas, de réflexion, d'études potentielles, ou pour toi, ça te paraît complètement désuet, dénué d'intérêt? Non, au contraire, c'est essentiel. Et au-delà de cette interaction posturo-respiratoire, c'est essentiel pour garder de la mobilité. Je me permets de repartager un peu peut-être la première image du BPCO qu'on voyait là. Bon, ça saute peut-être pas aux yeux si on n'a jamais vu de patient BPCO, mais quand on commence à avoir un peu l'habitude, on voit bien que celui-là, il est en contraction permanente et très certainement qu'il ne doit pas avoir beaucoup de débattements articulaires et d'étirements musculaires pratiqués quotidiennement, quoi. Et effectivement, ne serait-ce que pour limiter le risque de chute, moi je conseille énormément de travailler en degré articulaire.
Donc c'est sûr que on cherche peut-être pas la même chose que quand on fait de l'aérobie et qu'on fait pédaler longtemps pour vraiment chercher l'essoufflement, mais ça me paraît vraiment nécessaire, notamment, comme tu le dis très bien, que ces patients sont présentés comme étant en fermeture ou presque en restriction. Et ça revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de variabilité. Moi, je me tiens peut-être comme ça aussi quand je suis un peu stressé et que j'ai des deadlines qui approchent, mais le moment où c'est passé, je suis capable de me détendre, d'aller faire un peu de sport et je suis capable d'avoir un degré articulaire beaucoup plus important, un étirement musculaire beaucoup plus important. Le patient BPCO, lui, il n'a pas ce choix. Il restera dyspnéique, il restera comme ça. Et au bout d'un moment, ça va avoir de sérieux impacts, notamment sur la fonction musculaire. Et effectivement, je pense que même dans notre pratique sportive, je pense qu'on peut tous se poser la question, est-ce que on donne assez d'importance aux étirements dans notre préparation physique, dans notre sport qu'on pratique? Merci encore à toi, Rémi, pour avoir présenté ce sujet extrêmement complexe, extrêmement intéressant. Et merci encore à tous nos participants et toutes nos participantes pour leur présence ce soir. Merci encore, Rémi. Au revoir, merci à tous.